là, il y a tout je le ne monde. connais pas tout. Si Souvenir France Bleu est parti. FM, sous Radio MDM. Alors, Radio MDM est là. Ah, peut-être que il est là. si Virgin ou. Mais bon, pas sûr. Mais non, ils font le Parce deuxième qu'ils circuit. oui, ils font que le deuxième circuit, ils ne sont pas présents ici. Ouais. Enfin, je vous remercie déjà d'être là. C'est normal. Vous pensez qu'on attend un tout petit peu ou pas? Je pense pas démarrer. Franchement, généralement, on est tous là. Si vous avez Et vu le France support Bleu vient avant, ou À vient votre pas? avis? Le suppléant, il n'est pas là? Si, il arrive, mais à mon avis, il s'est un peu paumé. Ouais. Parce qu'il m'a appelé tout à l'heure, je lui ai réexpliqué où c'était. Mais bon, il est un peu fatigué. Il est beaucoup plus âgé que moi. c'est Monsieur Pourut. Oui, Il arrive c'est au monsieur soir, en Pourut, plus. oui. Ah oui. Oui, aïe aïe. Oui, alors il est très âgé, là, il a eu Oui, Jean-Pierre Pourut. Ouais. POU de ZRUT. Qui est le président d'honneur de Debout la France ici. C'est toujours le cas? Ben, il est responsable, je sais pas, mais il est responsable du département D'accord. pour les langues. On va faire connaissance en attendant. Oui, Monsieur Pourut. Donc vous êtes Laurent Martin, vous avez 75 ans, j'entendais tout à l'heure. un peu passé, et demi. Très bien. Vous êtes originaire d'où? Vous êtes des Landes? Ah non, moi je suis né sur Paris, D'accord. mais en 1946. C'est pas d'hier, Et vous êtes installé dans les Landes depuis... une trentaine d'années à peu près. D'accord. Et où ça dans les Landes? Sur Donzac, là dans le canton de Pomarez. D'accord. J'aime beaucoup ce village, l'air y est très pur, les sangliers sont nombreux, les chevreuils aussi, les faisans. Donc, J'imagine qu'il s'est passé 2-3 choses entre Paris et Donzac, quand même. Si vous pouvez nous raconter. Donc vous arriviez là-bas? j'étais en Île-de-France, essentiellement dans l'Essonne, D'accord. d'habitation et tout. Bon, de Paris, mes parents ont quitté, j'étais tout petit encore. Ensuite, ils sont venus dans ce qui s'appelait à l'époque la Seine-et-Oise, qui était l'un des deux grands départements entourant Paris, c'est-à-dire enfin, toute la Seine-et-Oise et puis la Seine-et-Marne de l'autre côté, quoi. Donc la Seine-et-Oise, le sud, c'est devenu 91. À côté, un peu plus au nord, c'est 78. Donc j'ai un enfant, une fille qui est mère de famille, enfin qui est dans le 78 actuellement. J'ai deux autres enfants, un qui est sur la région de Bordeaux et un qui est dans les Landes. Donc 3 enfants. Voilà, qui ont 40-50 ans maintenant. D'accord. Alors, votre parcours professionnel dans un premier temps. Alors j'ai commencé comme employé de banque au CNEP en 1963 à Paris. J'y suis pas resté longtemps. Je suis rentré au Crédit Lyonnais en 64. J'avais donc 16 ans puis 17 ans. J'ai donc commencé complètement au bas de l'échelle, avec des bagages et des moyens de, comment on va dire, entre guillemets, de grimper, quoi. Hein. Mais bon, il fallait faire des études professionnelles. J'ai terminé les études lycée par le CNED, à l'époque, en même temps que les études professionnelles, c'est dire, et le travail, qui à l'époque était quand même de 12 à 14 heures par jour. Donc il me restait, j'ai jamais connu de boîte de nuit ni rien du tout. Hein. J'ai travaillé vraiment tout le temps. Hein. Et la seule distraction que j'ai eue pendant bien longtemps, c'était écouter des bons disques, lire des bons livres, mais c'est tout, quoi. Je travaillais sans arrêt, soit sur mes cours, soit dans le boulot. Hein. Voilà. Et c'était pas commode. En 65, contrôle d'échange. Hein. En 68, la crise de 68. Tout ça, j'ai vu tout ça de l'intérieur du monde bancaire. Et j'ai passé des nuits entières non payées à faire les carnets de change pour les gens, pour qu'ils puissent éventuellement prendre un peu de vacances à l'étranger avec très peu d'argent, parce que les contrôles d'échange, c'était 500 francs par personne, même les bébés. Alors il fallait faire des carnets de change pour mettre des devises sur le carnet de change, acheté par des comptes des clients évidemment, avec la photo du bébé qui vient à peine de naître. Enfin, je voyais un peu jusqu'où ça allait, quoi. C'est débile. Alors bon, mais je voulais pas que les gens soient privés de sortie. Donc j'ai travaillé des nuits entières à faire les carnets de change qui nous étaient donnés sur des formules, un peu comme le permis de conduire. Hein. Là je ne l'ai pas amené, mais j'aurais pu vous en amener un de l'époque. C'était des formules avec le filigrane, comme le permis de conduire, mais c'était carnet de change. Alors il fallait agrafer les photos, mettre le tampon de la banque, enfin tout ça, joindre tous les justificatifs.
Voilà. C'était un gros travail de centaines et de centaines de carnets de change. Donc, Et ça, c'est cette carrière dans la banque jusqu'à... alors je l'ai continué, mais après j'ai grimpé au Crédit Lyonnais. Ouais. On m'a proposé un service en 1970, qui était le premier service d'ajustement comptable sur ordinateur, ce qu'on appelait à l'époque téléprocessing sur ordinateur à distance. J'avais donc un service de comptabilité sur ordinateur avec trois terminaux IBM 2740 qui étaient reliés à un centre informatique 30 km plus loin, je crois que c'était à hier de mémoire. Et donc, moi j'étais à Saint-Genis-à-des-Bois à ce moment-là. Voilà. Et donc pendant 8 ans, trop d'ailleurs, beaucoup trop longtemps, je suis resté là. On m'a proposé un service de 100 personnes dans une tour à Paris, enfin ou dans la banlieue, là-bas. Franchement, ça ne m'intéressait pas. Entre 65 et 78, j'ai donc donné des cours, moi, d'arithmétique financière, de français, de banque, quoi, hein, à des classes de 30, 35, de tous âges, hein, des jeunes, des moins jeunes, qui voulaient devenir cadres dans le Crédit Lyonnais. Donc j'ai grimpé comme ça jusqu'à la classe 3-4 au Crédit Lyonnais, dans la convention collective. Mais enfin bon, ça devenait vraiment pas intéressant. J'ai démissionné en 78 et je me suis engagé dans un établissement de portefeuille, holding, comme on dit en anglais, où j'ai immédiatement mérité, si on peut dire, d'abord, partant toujours pareil de la base, hein, je suis devenu fondé de pouvoir, puis ensuite sous-directeur de la société en commandite simple de cet établissement de portefeuille. Malheureusement, en 82, il a été cassé complètement par les nationalisations au profit des Anglais. Les Anglais n'ont absolument pas du tout été inquiétés. Et donc, la haute banque française dans laquelle je commençais à bien tracer, hein, j'étais content, ça me met du métier. Hein. Bon. Donc, le problème, c'est que ça a été complètement cassé. La haute banque française a été complètement nivelée. Et la haute banque anglaise, installée notamment avec la compagnie Edmond de Rothschild à Paris, n'a été aucunement inquiétée, alors qu'elle avait beaucoup plus de capital et d'argent que la branche française. Et voilà, donc moi j'ai démissionné en 82 au moment des nationalisations, c'était devenu invivable. Et donc je suis devenu progressivement co-directeur de société aux États-Unis, d'investissement dans des medical centers, voilà, dans 7 États aux États-Unis. Donc j'ai l'expérience des comptabilités françaises de tout type, entreprises, collectivités, banque de France, et puis bien sûr de la comptabilité anglo-saxonne. Et voilà, j'ai l'expérience de tout ça. Alors j'ai terminé mon brevet j'avais déjà le brevet de pilote en France, la licence en France, avec différentes qualifications aériennes, mais j'ai terminé en PPIFR aux États-Unis, où je dois dire qu'on est très bien accueilli quand on est pilote français. À l'époque, en tout cas j'ai vu ça en 87, et en 87, donc l'examineur à Spring Street à San Diego m'a dit « Ok, très bien, je vous tamponne, bing bing, crac, sauf qu'il faudra quand même avoir avec vous un Américain, parce que là-bas, il y a tellement d'avions en l'air que le contrôleur aérien ne peut pas répéter une seule fois. C'est pas comme ici. Donc, il faut avoir un Américain. Si jamais je loupe un mot, ça peut être embêtant, donc il fallait que j'avais toujours un Américain avec moi, même si je parlais bien l'américain. Il faut quand même, on n'est pas naturel du pays. Voilà. Donc là, vraiment, c'est... Ouais. Donc, puis pendant tout ce temps-là, j'ai repris mes cours, mais cette fois-ci dans le supérieur de banque à Paris, pour l'Institut de formation bancaire. J'ai donné des cours d'économie politique. Désolé. Je suis désolé. Donc là, on est en quelle année pour l'Institut de 89-93. D'accord. Et vous avez redonné des cours donc à des cadres Ah oui, puis surtout les étudiants de Bac plus 2 ou plus, hein, ou plus 4, qui voulaient passer leur diplôme supérieur de banque. Et donc j'ai donné des cours d'économie politique, puis aussi pour un niveau un peu différent de comptabilité, d'ab initio à tout, quoi. Avec l'arithmétique financière du haut niveau, quoi. Voilà. Mais bon, moi c'est surtout l'économie politique. Alors j'ai remis au point les cours, parce que ceux qu'on m'avait donnés étaient
datait un peu ou était un peu passé. Donc j'ai écrit mes cours, et notamment sur la partie du cours d'économie politique qui porte sur l'histoire de la monnaie. J'en ai tiré par la suite une thèse qui a été publiée dans la presse comme de juste, que j'ai intitulée Une histoire de la monnaie, qui fait l'objet d'un livre qui aujourd'hui est à votre disposition si vous voulez l'acheter. Il est sur Kindle, Amazon, parce que je n'ai pas trouvé d'éditeur papier. Donc j'ai trouvé que finalement numériser c'était bien. Ça se permet de le vendre partout dans le monde. Donc vous pouvez vous procurer le bouquin. Il s'appelle Une histoire de la monnaie, d'Alésia à nos jours. Basé sur une trentaine, un peu plus, de faits graves, importants, que j'ai jugés cruciaux au fil du temps, depuis 2000 ans, depuis Alésia jusqu'à nos jours. Et ça se termine même pour les étudiants par une page, sur une seule page, la possibilité d'identifier et de calculer la valeur actuelle de 70 monnaies anciennes. Donc tous ces événements sont expliqués, et j'ai fait quelques petites découvertes au passage dans ces chapitres. J'ai fait quelques petites découvertes, par exemple, d'où vient l'expression tout va de l'or à l'art. Enfin, je fatigue. Voilà. Enfin, j'ai découvert un certain nombre d'origines, de faits, oui, un peu comme Philippe de Villiers a découvert que finalement c'était Guy de Maupassant qui avait assisté à l'arrivée de Charette, revenant d'Amérique, au port. Hein. Donc, je crois que c'était Marseille. Il a identifié que c'était Athanase de Charette qu'il a vu arriver finalement, qui a été maltraité à l'arrivée par la population. Et moi c'est pareil, j'ai découvert des petites choses comme ça, intéressantes. Procurez-vous le bouquin, pas de problème. Bon, donc là c'est le point sur la carrière. Vous avez fait autre chose après 93 ou... J'ai continué comme conseil financier à aider un certain nombre de gens, mais en France, c'est pas comme aux États-Unis. Les gens en France croient qu'ils peuvent tout faire, tout comprendre, alors que moi je reste, je vous l'assure, très, très modeste. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, je le dis, tout simplement. Mais bon, ici, ils ne comprennent pas. Ils trouvent toujours très cher, alors que moi je vois et sans que ce soit un jugement de valeur, attention, ne me faites pas dire n'importe quoi. Hein. Mais enfin, je trouve qu'il y a quand même une échelle de valeur dans les travaux quand même des uns et des autres. Bon, c'est quand même sûr que quelqu'un qui a la responsabilité, je vais dire n'importe quoi, de 10 000 employés, c'est quand même pas pareil que quelqu'un qui a la charge de simplement nettoyer la salle de séjour. Hein. Bon. Donc le salaire, il n'est forcément pas le même normalement. Hein. Donc là, on assiste à une chose extraordinaire en France aujourd'hui, c'est que les cours de la part de gens qui ont 40 ans d'expérience, etc., ils voudraient les payer, si ça se trouve, même pas le SMIC. Alors que la femme de ménage à Paris, ou même par ici, on me dit c'est 35 € de l'heure. Bon. Et à Paris, c'est plutôt du 45 € de l'heure. Alors, il faudrait qu'un professeur qui a 40 ans, 50 ans d'expérience, etc., il soit payé 3 fois moins cher que pour faire son ménage chez lui pendant qu'il donne des cours. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas, moi je vous pose la question. En tout cas, moi ça me paraît quand même bizarre. Donc, quand je dis 50 € de l'heure, je n'ai pas l'impression d'exagérer. Quand le mécano motoculture, j'ai rien contre, au contraire, grâce à lui, j'ai des choses de réparer. Mais bon, c'est 40 € de l'heure, 35, 46, enfin c'est dans ces eaux-là, quoi. Bon, il ne faut quand même pas exagérer, il faut rétablir une échelle des valeurs, quand même. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Je ne sais pas, moi je vous pose la question. Si les gens se plaignent tant d'être ou méprisés, ou sous-payés, ou au contraire, je ne sais pas moi, n'importe quoi, tout le monde se plaint de plein de choses, et c'est peut-être dû simplement à ce qu'il n'y a plus d'échelle de valeur. Alors c'est rien, je pose la question. Je vais vous en poser une autre, moi. Est-ce que c'est votre première expérience politique? Non, dans les métiers années 70 et 80, j'étais en Île-de-France. J'ai bien connu Serge Dassault, qui est venu chez moi plusieurs fois, avec lequel j'ai convenu une chose à l'époque, en 76. Je lui ai dit voilà, moi j'étais à cette époque-là responsable du village là, de 200 maisons, là, 800 habitants. Et donc, moi je lui ai dit la chose suivante, vous voulez récupérer Corbeil-Essonnes, le reprendre la ville des mains des communistes, de Comprisson. Je dis, moi je suis entièrement d'accord, je suis anticommuniste. Donc, si vous voulez, je vous aide.
On est bien d'accord sur la définition d'anticommuniste. Hein. Pardon? On est bien d'accord sur l'expression anticommuniste. Vous l'assumez? Oui, vous l'assumez, tout à fait, oui. Oui, d'accord. Tout à fait. Moi, si vous voulez, je ne cherche pas à ménager spécialement pour le principe la chèvre et le chou, non. Moi, je suis, comme dit un père, un abbé ou un prêtre, là, de ma connaissance, il dit, dans la vie, l'homme doit être clivant. C'est-à-dire, il doit dire, moi, je suis là, je ne suis pas là. Voilà. Bon, alors moi, je vous dis, je suis là, je suis absolument anticommuniste. D'ailleurs, on en voit bien les effets, puisque la France, aujourd'hui, est sous la botte d'un communisme exacerbé, que certains appellent communiste 2.0, communiste 3.0. Ce communisme-là, il a sévi. Il a coûté depuis 2 ans 650 milliards d'euros. Vous multipliez par 655 957, enfin mettons par 7, ça fait quand même dans les 4000 et quelques milliards de francs. Hein. C'est complètement aberrant. Et pourquoi? Pour dire aux gens, ne travaillez plus, ne faites plus rien, l'État vous entretient. Bon, si vous me permettez, les communistes ne sont pas au pouvoir. Oui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas oui, je suis désolé, mais il était adhérent du Parti Socialiste. Oui, quand il a été élu, il était adhérent et il était socialiste. Oui, vous le dites vous. Bon. Et aujourd'hui, il mène une politique communiste. Il n'était pas Ah, vous mettez le PS dans les communistes. Pardon? Vous mettez le PS dans les communistes, la REM dans les communistes. Est-ce qu'ils sont tous la République en marche. Ensemble, quoi? Bah oui, puisque ce qu'ils veulent, c'est établir un ordre qui n'a plus rien à voir avec la liberté. Le schéma de Nicolas Dupont-Aignan, là, c'est de rétablir la liberté. Pour la liberté, c'était son slogan. La liberté, aujourd'hui, il n'y en a plus. Bon, allez, il en reste même pas 1 ou 2 miettes. Bon, alors, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est à enlever ces 2 ou 3 miettes, et puis ça y est, c'est 1 ou 2 miettes, c'est fini. C'est quoi qui reste alors comme liberté selon vous? L'apparence, d'abord. Qu'ils ont restauré, là, tout juste pour les élections, et qui va disparaître aussi sec après. Moi, je vais vous dire ce que je crains, là, aujourd'hui. Ce que je crains tout de suite, c'est que ce gouvernement de communication et qui se veut d'apparence, on le voit bien dans les arrêtés qui sont produits, là. Nommé Premier ministre, Madame Bourne se dit la Première ministre. La Première ministre. Oui. Ouais. Et après, sur proposition, alors, vu le décret du temps, sur proposition portant nomination du Premier ministre, sur proposition de la Première ministre, tiens, ça change de genre, hein, un ministre change de genre, il est masculin, il devient féminin, et de la planète. Hein, alors il nomme les ministres sur proposition, en fait c'est de la blague, c'est comme pour Mitterrand, c'est pareil, le Premier ministre il est nommé, il propose une liste, Mitterrand a dit un jour, moi je veux pas de tout ça, vous m'en proposez d'autres, c'est le président qui nomme. Donc de toute façon c'est Macron qui a nommé, et il dit sur proposition de la Première ministre, mais juste après avoir dit conformément à la Constitution, nomination proposée par le Premier ministre. Marqué, hein. On va peut-être revenir sur votre parcours politique. Oui. Oui, alors. Vous êtes adhérent à un parti politique? Non. Non. Non, vous n'êtes pas avec Nicolas Dupont-Aignan. Si, mais Vous êtes adhérent de la loyalement, c'est-à-dire sur les je sais pas, moi j'ai pas compté exactement, mais sur les 90-95 points communs entre mes propres observations et celles de Dupont-Aignan, on est d'accord. Mais est-ce que vous êtes adhérent à Debout la France? Non. Vous êtes adhérent à aucun parti? Non. D'accord. Mais Et en alors tout cas, comment vous êtes proche philosophiquement de Nicolas Dupont-Aignan? Oui, et loyalement sur... on n'est pas forcément d'accord sur tous les points, mais à 95 ou 98%, ça suffit amplement pour travailler ensemble. Hein. En tout cas, ce n'est pas le cas avec tous les autres candidats au présidentiel que j'ai étudiés dans leur profession de foi, etc. Donc vous avez reçu le soutien de... Vous avez été le adoubé soutien, il est là, par normalement. Debout la Monsieur France. Pourut, il devrait être là, mais le pauvre vieux, il est... Je crains le pire en ce moment en vous parlant, parce qu'il m'a appelé tout à l'heure, je lui ai redit où c'était, et apparemment il ne trouve pas. Or, il a eu un AVC, il a eu tout ça, donc bon, je suis inquiet. Alors donc, votre candidature, à vous et à M. Pourut, est soutenue par Debout la France, les Patriotes de Florian Philippot et Génération Frexit. Et c'est qui ça? C'est pas Philippot aussi? Non. Non, Philippot, c'est les Patriotes. C'est les Patriotes. Non, Génération Frexit, c'est un simple mouvement, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, ils m'ont proposé de faire un communiqué commun, j'ai accepté hier. Hein. Le monsieur de Génération Frexit,
ben, Non, mais vous embêtez pas, on va Non, vous mais poser voilà, les questions voilà. directement, on va le faire comme donc ça. on est d'accord Ouais. tous sur les points essentiels. Si vous voulez, ah oui, je voulais vous dire ça, tiens. Vous avez commencé par des questions, alors du coup j'ai rien dit au début. Je voulais vous dire la chose suivante. Il y a 2-3 petites choses qu'il faut expliciter dans la présentation de la profession de foi et de tout ça qui sont faites par Debout la France, parce que je n'ai pas les moyens. Je suis à 740 € par mois de retraite. Hein. Je n'ai pas les moyens de faire 2600 € d'affiches, de tracts et tout ça. Donc c'est Debout la France qui s'occupe de tout. J'ai eu la possibilité de personnaliser un peu. Je ne sais pas si ça a complètement abouti. Je n'ai pas encore tous les éléments. Mais enfin, j'ai envoyé ce que j'ai eu tel que je l'ai eu. Bon, il y a quand même 2 ou 3 petites choses. Petites, hein, mais enfin, vu la façon dont les gens ne comprennent pas les choses, d'habitude, un peu partout, je préfère préciser. Il est marqué gaulliste, le mot gaulliste. Depuis 60 ans, je n'ai jamais été gaulliste de ma vie. Bon, je ne le serai jamais. Par contre, je suis gaullien. C'est une petite querelle sémantique qui est apparue dans les années 60-70. Pourquoi? Parce que gaulliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui avale toute la légende de Gaulle, hein, et qui considère que c'est un grand homme, un général et tout le bazar. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas vrai, d'abord, c'est complètement faux. Donc le problème, c'est que moi, j'ai mes sources. Hein. Dans les années 70-80, j'ai rencontré plusieurs fois Michel Debré, et Michel Debré m'a confié lui-même, à l'époque, qu'il avait construit la légende gaulliste. Et il m'en a donné la preuve, et je l'ai encore chez moi. Donc le problème, c'est que gaulliste, non. Mais gaullien, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut Et dire, nous gaullien? sommes tous, là, Debout la France, les Patriotes et Génération Frexit, on est gauliens. Pourquoi? Eux disent qu'ils sont gaullistes, hein, Florent Philippot. Oui, mais c'est un mot mal choisi. Alors, qu'est-ce que ça veut Mal dire, choisi. gaulien? Le mot gaulien aurait été beaucoup plus juste. Pourquoi? Parce qu'il se fonde sur le tripode. Souveraineté, intraitable sur la souveraineté, défense de l'indépendance dans tous les domaines, je parle de la nation, hein, de l'ensemble des Français, de la France, donc sa souveraineté, son indépendance dans tous les domaines, il faut défendre tous les jours, hein, dans tous les domaines. Et le troisième point, c'est le non-alignement. Le non-alignement, à l'époque, je me rappelle, rappelez-vous, si vous avez un peu eu l'âge peut-être de commencer, pour ceux qui connaissent, hein, ils se souviendront de toute façon qu'à l'époque, le non-alignement, c'était important. Il y avait beaucoup de pays non alignés, et la France a fait figure, à un moment donné, sous De Gaulle, vers la fin, elle a fait figure de pays leader des non-alignés, du non-alignement. C'est-à-dire refus de toute soumission aux deux grands pôles, que ce soit états-unien et tout ce qui va avec, ou que ce soit URSS et tout ce qui va avec, communisme voulant conquérir le monde, États-Unis voulant conquérir le monde. Avec De Gaulle, il y avait ces trois points, c'était la souveraineté de la France, son indépendance, qui a été bien défendue, puisque en 1973, la France n'avait plus de dette nulle part. Hein? On était donc indépendant. Aujourd'hui, depuis des années, depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, 40 ans, la chose devient de plus en plus terrible. J'ai apporté ici Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est vous concernant ni États-Unis ni Russie. Ah oui, bien, oui, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Cela dit, quand on me sort une propagande, comme je disais tout à l'heure au monsieur là, de France Bleu Gascogne, je lui ai répondu franchement. Quand on me sort toute cette propagande où on voit même un drapeau ukrainien à côté du drapeau français en faisceau avec le drapeau européen, c'est une honte. C'est une honte. Propagande de quoi? Toute cette propagande là où vous voyez même sur Paris Première le drapeau ukrainien. J'entends bien, mais il faut mettre des mots propagande de qu'est-ce que le message. La propagande selon laquelle il y aurait une vilaine invasion d'un pays par un autre, en l'occurrence de l'Ukraine par la Russie, et les pauvres Ukrainiens devraient être, en tant qu'Ukrainiens, en tant que pays, devraient être, c'est tout juste si on ne nous met pas en guerre tout de suite contre la Russie. Quoi. Bon, hein, d'accord, alors c'est quoi votre interprétation? Alors ça c'est complètement dément. Votre interprétation de ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est ce qui a été dit. Depuis 8 ans,
plusieurs provinces, enfin, supposées, réclamées comme provinces ukrainiennes, alors qu'en réalité, ça n'a jamais vraiment fait partie d'un ensemble comme ça, mais les deux républiques autoproclamées du Donbass, Lugansk et Donetsk, depuis 8 ans, dès le coup d'État otanesque à Kiev. On a vu, je crois, je ne sais plus le nom, hein, vous pourriez peut-être me le dire, je ne sais plus le nom, mais enfin je crois que c'était au moins 2 ministres américains de nationalité états-unienne qui ont été nommés ministres à Kiev. Bon, le problème, c'est que ce coup d'État, il est signé, c'est otanesque. Enfin moi j'emploie le mot otanesque, je pense. Donc c'est un coup d'État de l'OTAN qui est en Ukraine. Bah, évidemment, oui, c'est tout à fait clair. Et c'est clair depuis 8 ans. Donc le problème, c'est qu'avec ce qu'ils ont mis en place au gouvernement à Kiev, il s'est révélé nazi, il s'est révélé ukro-nazi, comme il dit certains. Là, le gouvernement actuel de M. Zelensky. Il est ukro-nazi, oui. Donc vous épousez la thèse de Vladimir Poutine. En disant ah ça. oui, oui, moi j'épouse rien du tout. Attention, le mot est mal choisi. En tout cas, vous êtes, Mais vous êtes tout en sur la étant longueur d'onde. parfaitement sur la ligne française du non-alignement, Ouais. je suis obligé de constater que l'opération militaire spéciale est bien le terme à employer, que les républiques autonomes du Donbass étaient bien légitimes à être indépendantes à cause du précédent effectué au Kosovo. Le Kosovo, c'est l'OTAN. C'est la Serbie, c'est l'ex-Yougoslavie, c'est l'OTAN. Bon, en 99, enfin tout ça, là, vous retrouverez facilement tous les faits. Quand on a arraché le Kosovo à la Serbie, c'est comme si on avait arraché l'Île-de-France à la France. C'est exactement pareil. À peu de choses près. En tout état de cause, quand c'est les États-Unis qui font ça, ils trouvent ça normal. Quand c'est d'autres provinces qui d'elles-mêmes, alors là, parce qu'elles sont officiellement maltraitées, d'office. Les russophones, les Russes culturels, les Russes de toute acception, quoi, vraiment russes, de ce côté-là, Est, Sud-Est, Sud, et même un petit peu Transnistrie, là, un petit peu à l'ouest de l'Ukraine, en Moldavie, tous ces gens-là sont russes, comme en Crimée, évidemment. Bon. Donc, si vous dites, donc, on est bien d'accord, vous dites que le gouvernement ukrainien est donc un gouvernement nazi. Hein. Ah bah de toute façon, c'est officiel. Hein. C'est officiel auprès des Russes. Auprès des Russes. Non, auprès non, de c'est officiel de leur part. De leur part à qui? Aux Bah, Ukrainiens. de la part des organisations qu'ils emploient, comme Azov, un nom comme ça. Et c'est à l'emblème SS. Bon, alors quand on voit ça, bon. Et puis bon, ils ont une attitude nazie. Poroshenko, j'ai cité Poroshenko, et Zelensky c'est la suite, enfin bon, voilà. Poroshenko a dit ouvertement, vous avez les vidéos partout, hein, bon, vous les trouvez comme moi. Hein. Poroshenko disait que c'était des sous-hommes dans le Donbass, que c'était qui méritaient aucune école, aucun hôpital, aucun soin, que c'était comme des bêtes, quoi. Donc vous approuvez la politique de Vladimir Poutine. En tout cas, son intervention. Son intervention. Ah non, la politique, c'est pas... Non, c'est la politique russe, hein. l'intervention. Moi, je m'occupe de la politique française. Oui, bien sûr, hein. mais vous approuvez donc l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine. Bah, je ne sais pas que je l'approuve. militaire. Non, dites pas que je l'approuve. Non, Mais je je la pose la question. trouve Je vous pose la parfaitement explicable et expliquée. Il n'y a aucun doute qu'elle est légitime. À cause du précédent du Kosovo, à cause du fait que l'Ukraine à l'ONU n'est pas véritablement ni délimitée ni rien du tout, ces républiques du Donbass, conformément au précédent du Kosovo, comme la Bretagne aura le droit d'ailleurs de le faire sans demander l'avis de Paris. Hein. Elle a le droit de se déclarer indépendante si elle veut. Hein. La Savoie, aujourd'hui, depuis déjà des années, il y a un gros problème avec la Savoie. La Savoie n'est pas française, légitimement parlant, juridiquement parlant. Elle est devenue française de facto, mais elle n'est plus depuis 2008 légitimement française. Il y a un comité, là, un conseil de gouvernement de Savoyard qui défend sa liberté d'exister en tant que Savoie. Bon, bien sûr, souvenez-vous, sous Mitterrand, la Belgique francophone, la Russie, excusez-moi, la Suisse, la Suisse francophone, ces deux parties des deux pays voisins de la France ont demandé leur rattachement à la France sous Mitterrand. Mitterrand a fait tout ce qu'il a pu pour les dissuader, pour
Pour faire quoi en fait? Pour défendre le monde onusien campé par l'ONU, parce que c'était la base du plan en cours de développement, le plan du Novus Ordo, du nouvel ordre mondial. Donc aujourd'hui, on a un gros problème. Et effectivement, on ne peut pas tolérer. Écoutez, ces populations du Donbass, j'ai été témoin, comme beaucoup de ceux qui veulent voir, hein, ils sont témoins hein, comme moi, hein, ils ont bien vu que toutes ces populations se révoltaient d'elles-mêmes depuis 8 ans. Elles ont subi énormément de privations, de faim, et d'extermination, et de bombardements, et de viols, et de tout ce que vous voudrez. Bon, c'est inadmissible. Elles appelaient sans arrêt, moi j'ai entendu des gens, ils appelaient sans arrêt la mère Russie à venir les aider, parce qu'ils sont russes. Donc ils attendaient que la Russie fasse quelque chose. Donc à la limite, Vladimir Poutine a mis du temps à intervenir. Exact. Il a été extrêmement patient. Moi, je n'aurais peut-être pas été aussi patient, mais je dois dire que je le remercie d'avoir été aussi patient. Parce que jusqu'à présent, il nous a évité la guerre mondiale que veut l'OTAN, que veulent les États-Unis. L'OTAN veut la guerre mondiale. Ah ben oui, le théâtre européen, c'est la stratégie de l'avant de la France du temps de l'occupation en partie de l'Allemagne par l'armée française. Moi, j'ai vu les troupes françaises rentrer, hein, sur l'autoroute sous Mitterrand, là, je me rappelle. Alors l'année, l'année, ça m'échappe. Mais les troupes françaises ont quitté l'Allemagne, hein, on a rapatrié au moment de la réunification de l'Allemagne. 94. 94, ouais. Oui, d'accord, en 94. Oui, je Ils pensais ont défilé et ils 95, sont partis. enfin c'est par là, oui, Ouais. mais je n'étais pas sûr. Voilà, alors donc 94, 95. J'ai discuté avec des soldats français rentrant d'Allemagne et des Allemands à Baden. J'ai même emmené mon fils aîné une fois à Baden pour lui montrer, même en vitesse, je dirais, la localisation du QG de l'armée française de Massu. Massu avec lequel j'ai discuté aussi. Hein. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer quand même pas mal de personnages historiques, on va dire aujourd'hui, hein, avec lesquels j'ai eu l'honneur, la chance, et puis même aussi, je dois dire, très modestement, un tout petit peu la possibilité de les aider. Je me rappelle Massu, quand j'ai discuté avec lui, il était en plein conflit avec la famille de Gaulle, il était en procès. On a parlé un peu de la chose. Est-ce grâce à moi? Je n'en sais rien. Mais enfin, après, il a arrêté son procès, parce que je lui ai démontré que, bien qu'il ait raison, il avait raison, Massu. Mais le problème, c'est que c'était ni à son avantage, ni à l'avantage de personne. Donc, il s'est arrêté. Alors, il a eu sans doute beaucoup de raisons, hein. Mais moi, j'ai un petit peu argumenté sur le fait que c'était une erreur de mener ce genre d'affaires. Et donc, il m'a dédicacé son fameux bouquin Baden 68 et puis d'autres aussi. On a discuté de plein de choses. C'était très, 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 très intéressant. Si vous êtes d'accord, messieurs, on va quitter le théâtre international où on a déjà appris beaucoup de choses pour se consacrer sur le local. Vous êtes député de la première circonscription. Quelles sont les problématiques sur lesquelles vous souhaitez travailler, vous, pour la circonscription D'entrée de jeu, sur toutes les problématiques de Debout la France, et de Philippot, les Patriotes, et de Génération Frexit. Il fallait en citer 3. C'est-à-dire le tripode, hein, retrouver la souveraineté pleine et entière, l'indépendance, la défendre tous les jours, parce que aujourd'hui les dettes françaises, c'est accaparé par plus de 70% étrangères, hein, par l'étranger. Pourquoi tous les présidents de la République, à peine même pas élus, même pas intronisés, entre guillemets, comme ils disent, allaient tout de suite à Berlin, hein, Sarkozy, Chirac, Hollande et Macron la première fois. Pourquoi ils allaient tout de suite à Berlin? Parce que Berlin détient 60 et quelques % des créances sur la France. Et Macron, il les a multipliés par, je ne sais plus, par 5. Alors là, on est sur des considérations très nationales. Bah oui. Alors donc, réduire la dette. Alors moi, mon objectif personnel, hein, Oui. si vous permettez, bien sûr, à l'intérieur de tout ça, rétablir la souveraineté, défendre l'indépendance, et puis bien sûr arriver à un non-alignement, hein, c'est-à-dire à un non-asservissement à des thèses ou à des pays ou à des groupes de pays, etc. Il faut que la France retrouve sa possibilité de message au monde qu'elle a, que tout le monde attend d'ailleurs, dont tout le monde a besoin. Et si Macron avait été un petit peu plus que gamin, et puis complètement asservi aux États-Unis et au deep state, etc.,
eh bien, Macron aurait certainement pu éviter la guerre là, qui s'est déclenchée. Ça, j'en suis certain. Donc, bon, qu'est-ce que je vais dire? Donc, dans notre cas personnel, dans mon cas personnel, oui, Monsieur Pourrus, c'est mon suppléant. Ça y est, vous avez enfin trouvé. Oui, ben, je vous prie de m'excuser, entre les canaux, il y en a plusieurs. Ouais. Ah, Et bon. j'étais à l'autre Ah salle. oui, c'est vous. Alors, quelqu'un m'a gentiment conduit. Ouais. Alors, donc, dans le cadre... Mais si vous parlez de ça aux Landais, enfin, les Landais, ils veulent peut-être aussi des préoccupations propres Oui. au département. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, à Non, proposer? Quel axe plus Attendez. local? Attends. Voilà, un axe plus local. Le local, il est à l'intérieur du national. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée de forme du territoire. Parlement qui décide de tout en dernier ressort. Bon. Toutes les lois qui tombent sur la tête des gens, qu'ils subissent, dont ils se plaignent, à juste raison selon moi, parce que sinon moi je serais resté chez moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour les gens, pour leurs enfants, pour les petits-enfants, les miens, les autres, ceux des autres, je vois quand même un certain nombre de choses. L'Assemblée nationale vote des lois ou ne les vote pas. Bon, c'est tout ce qui est fait. Il n'y a pas autre chose. Donc le problème, c'est qu'il faut éviter les lois qui voudraient faire du mal aux gens, d'une façon ou d'une autre, par groupe ou par secteur ou individuellement, etc., peu importe. Et puis il faut aussi proposer peut-être la possibilité, dans la réforme des lois précédentes ou en aménageant, ou peut-être une nouveauté, hein, il faut proposer des choses qui servent l'intérêt à la fois des gens à titre personnel, familial, local, national, et puis pour les générations futures. Donc tout ce qui abîme tout ça, tout ce qui nuit, il faut arrêter. Arrêter tout de suite. Bah, alors, par exemple, à l'intérieur de ça, moi j'ai des idées personnelles, évidemment. Hein. Mon idée personnelle, c'est, conformément d'ailleurs à une belle affaire en économie, là, j'ai un interview, j'ai été conquis entre autres par Nicolas Dupont-Aignan très tardivement, hein, sur le fait qu'il a fait une interview que vous pouvez retrouver à Contribuables Associés, que j'ai trouvé absolument remarquable. C'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on demande un effort aux gens, il faut qu'ils en touchent tout de suite le bénéfice. Donc au plan local, comme au plan national. Donc par exemple, aujourd'hui, on accumule les déficits depuis 47 ans. L'endettement est devenu, moi je pense qu'il est devenu impayable. Donc on est asservi à l'étranger et on est asservi à un endettement absolument un peu épouvantable. Vous devez bien savoir, même à titre individuel, que quand on est bourré de dettes, ben, on n'est plus tellement indépendant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour peu que les créanciers, ils nous excusez-moi l'expression, ils veulent nous emmerder, eh ben, ils ont tous les pouvoirs de le faire. Donc il faut, surtout pour une nation, la loi d'airain des nations, comme disait De Gaulle, hein, ça c'est très gaullien, pas gaulliste mais gaullien, j'ai fait le distinguo. Hein. Moi je suis gaullien, pas gaullien. Alors donc... Sur ce sujet économique et local, Madame Dariussec, par exemple, pour elle, je l'ai interrogée sur l'inflation, la dette qui est en ce moment, dette qui vient des déficits, dette qui vient des investissements aussi, enfin tout est mélangé, mais pour elle, c'est pas un problème, puisqu'il y a de la croissance, il y a de l'activité, il y a de l'emploi, le chômage au plus bas, enfin pour elle, tout va bien et donc tout va s'arranger. Donc pour elle, c'est pas un problème. Vous, visiblement, c'est un problème. Bah, c'est un énorme problème, oui. De toute façon, il va falloir aller que la rendition un peu. Bah, oui. Donc, il y va de la crédibilité de notre pays aussi. Parce qu'il y a l'inflation qui est déjà commencée depuis un moment, mais si on continue, parce que la théorie de Macron, c'était quoi que ça coûte, ça avait du bon, parce que ça permettait aux industries et à l'économie en France de garder ses acteurs, c'est-à-dire tout le monde du travail et les entreprises. Mais ça va un moment, et il y a un moment où ça peut, tant qu'on a la possibilité, qu'on aura, qu'on se projette dans l'avenir, qu'on dit ça va aller mieux et ça va repartir, ce sera pire. Ça sera pire là, parce qu'on a les entreprises qui avaient prévu, certaines ont délocalisé déjà avant, pour d'autres raisons, par rapport au coût de fabrication, mais là,
On est entré dans un déficit aussi commercial, parce que si on fabrique Il y a plus 100 chez nous, milliards de déficit. on fabrique plus chez nous, donc on fait fabriquer C'est ailleurs. complètement aberrant. Donc comment voulez-vous qu'on remplisse les caisses? Alors, pour ça, c'est des attendez. constats. Oui, c'est les Attendez, je constats. voudrais terminer de Oui, répondre. je m'excuse. Oui, non, mais bien C'est fait. les candidats, c'est pas moi. Bien fait. Moi, je l'ai été 6 fois aux élections législatives dans les Landes. Oui. En 2007, la première avec Dupont-Aignan. Ça fait 20 ans que je suis avec lui. Alors. Bon, oui, je le laisse. Oui. Alors donc, je dois dire, Très compétent. je voudrais répondre aux 3 questions qui me trottent de ce que vous m'avez posé là. Une ancienne déjà depuis tout à l'heure. Je ne suis pas adhérent, je ne veux pas adhérer de nouveau à des partis républicains, c'est pas du tout le truc. Si je m'étais écouté, je serais resté chez moi, je hais ce système actuel qui est sectaire, totalitaire, communiste, dans tous les sens du terme, et qui s'approfondit comme tel, en étouffant les gens, en les privant de travail autonome. Ils ont horreur des gens qui sont autonomes. Ce qu'ils veulent, c'est des gens asservis. Bon, et ça, moi, je ne veux pas. Alors, le déficit, il n'y en a plus avec moi, c'est extrêmement simple. Avec tous les autres qui, je suppose, seront sur la même ligne, si on arrive... Il y a un objectif aujourd'hui qui est très simple. D'abord, un équilibre institutionnel. Vous parliez des Landes, mais les Landes, que ce soit les Charentes, que ce soit le Nord, que ce soit la Bretagne, que ce soit, etc., partout en France, que ce soit en Martinique, que ce soit en Réunion, que ce soit à Guyane, que ce soit n'importe où, aujourd'hui, les Français, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que leur vie locale, elle ne peut redevenir plus gaie, plus gentille, plus honnête, plus prospère, que si au plan national, on retrouve justement cette souveraineté et cette indépendance. Alors pour retrouver cette indépendance, il faut déjà arrêter de nous compromettre, de la compromettre. Donc là, le budget qui sera proposé à l'automne, si je suis à l'Assemblée, je serai de ceux, je ne serai pas le seul, j'espère, on sera de toute façon un certain nombre, mais ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent qu'il faut aujourd'hui équilibrer les pouvoirs. Il y a beaucoup trop de pouvoirs exécutifs, il s'assoit, il s'essuie les pieds sur le législatif, et alors il a carrément réduit en poussière le judiciaire, tout ça. Non. Là, non, ça c'est plus possible, ça. Il faut que le Parlement cesse, et notamment l'Assemblée nationale, puisqu'elle est l'Assemblée qui décide en désespoir de cause, si je puis dire, de tout, encore on l'a vu les dernières fois, l'Assemblée décide de tout en finale. Bon, alors donc, il faut que l'Assemblée soit une Assemblée d'opposition, c'est-à-dire capable de dire non, tout simplement, comme un môme de 3 ans. Hein. Le môme de 3 ans, il sait dire non à ses parents, il fait même des colères noires. Bon, eh bien, il faut que l'Assemblée soit capable de dire au gouvernement non. C'est extrêmement simple. Moi, c'est non. Le budget qui va proposer encore en déficit à la fin de l'année, c'est non. Pour moi, le budget il doit être équilibré pour ne plus aggraver la dette. Bon. Et ensuite, à l'intérieur de l'équilibre, c'est-à-dire 0 déficit, il faut faire plusieurs choses. Pour y arriver, il faut réduire les dépenses aisément réductibles, aisées à faire disparaître ou à réduire dans de grosses parties, dans de grosses quantités. Je sais lesquelles, mais enfin bon. Ah ben, ça si, nous ça emmènerait nous intéresse. Ça va intéresser en tout cas les futurs électeurs. J'y reviendrai, vous me le redites, parce que là je voudrais terminer le schéma. Le schéma, c'est déjà l'équilibre, Oui, donc il faut et ça, on l'a réduire bien. les dépenses à la hauteur des recettes. Oui, ça, on est d'accord. Il ne faut pas augmenter les recettes, parce que les recettes, c'est les impôts. Hein. Bon, on est d'accord. Donc pas d'augmentation d'impôts non plus. Absolument. Donc réduire les dépenses pour être à l'équilibre avec les recettes. Et à l'intérieur des dépenses, doubler au moins les dépenses pour les armées françaises, pour la défense. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû voir dans la presse comme moi, hein, vous êtes de la presse, donc vous êtes encore mieux placé que moi, hein, mais d'après mes sources d'information qui sont quand même pas trop mal organisées depuis quelques dizaines d'années, et avec des sources sûres, vérifiées, recoupées, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils viennent de s'apercevoir, tout d'un coup, paraît-il, au gouvernement et tout ce qui va avec la tête de l'armée, enfin les têtes de l'armée et tout ça, ils viennent de s'apercevoir qu'en 3 minutes, on est rectifié. Ah oui, il n'y a plus rien. Voilà. Hop, nivelé. Autrement dit, notre défense, double zéro. Donc aujourd'hui, pourquoi aller double zéro? Parce que ça fait des décennies que l'on se fait piller nos ressources naturelles qui sont celles du plus grand territoire du monde.
Donc on se fait piller. Ça c'est déjà une des raisons pour lesquelles on est en déficit, c'est une des nombreuses raisons. Mais enfin bon, on se fait piller parce qu'on n'a pas les moyens d'assurer notre défense, notre souveraineté sur nos eaux territoriales, sur nos territoires. La Polynésie est pillée, le grand territoire marin autour de Clipperton est complètement pillé, notre plateau continental au large de la Nouvelle-Calédonie, il est heureusement pas encore pillé complètement au fond parce qu'il est à 500 mètres de fond, mais les ressources sont là absolument énormes et on se fait piller les ressources marines, la pêche, tout ça. La France, moi j'ai connu la France, hein. Je sais pas, monsieur, quel âge vous avez? Oh, le 50 ans tout juste. 50. Alors vous n'avez peut-être pas connu, mais enfin quand même, vous avez dû commencer à avoir un peu le vu, mais c'était la fin. Mais la France, rien que la France métropolitaine, elle a 5000 km de côte. C'est le plus grand territoire marin, le Oui. pays qui a le plus Oui, grand. oui. La France, rien que la métropole, a 5000 km de côte. Nous avions plusieurs centaines de milliers d'emplois au long de ces 5000 km de côte, de la Manche, de l'Atlantique, de la Méditerranée. Rien que là, sans parler de tout le reste. Eh bien, on avait plusieurs centaines de milliers d'emplois. La France était à 50 et quelques % rurale, avec des gens qui travaillaient dans l'agriculture, et entre autres à la mer et tout ça. Bon, on avait des millions et des millions et des millions de gens qui travaillaient. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a même plus, je crois, même plus 3000 emplois au total réels liés à la mer, rien qu'en métropole. C'est complètement dément, on a tout détruit. Et ils viennent de dire, là récemment, ça m'a fait bondir, c'est une des milliers de raisons qui m'ont fait bondir de ma chaise. Ils préparent la subvention, alors toujours sur impôt évidemment, hein, ordonnée par l'Union européenne, paraît-il, par la Commission, de subventionner la destruction des bateaux de pêche individuels ou des petits équipages. Hein. Vous avez vu ça? C'était déjà quand on a fait l'Europe. Ben oui, déjà, ah oui, non, mais déjà ça a commencé là, oui. Sur justement. Alors là, non, mais attendez. Juste là, en ce moment même, ils parlent de détruire les bateaux de pêche pour permettre seulement aux gros de rafler vraiment jusqu'au gravier. Il faut tout rafler. Hein. Bon, j'ai défendu la pêche souvent, j'ai fait des articles souvent là-dessus. J'ai défendu l'agriculture, j'ai défendu tout ça. Mais si je ne suis pas parmi ceux qui peuvent contribuer à prendre des bonnes décisions et éviter, si possible, les mauvaises, hein, je ne peux rien faire. J'ai beau expliquer, j'ai fait plus de 400 chroniques en 11 ans. Oui. Alors comment on réduit les dépenses inutiles, monsieur? Alors les On va dépenses essayer de inutiles. revenir, Alors dans le facteur réduction au niveau de l'équilibre, les dépenses inutiles, peut-être. Alors inutile n'est pas le terme. Aisément réductible. Et j'ai dit, les dépenses voilà, aisément réductibles. Et alors c'est lesquelles? Et qu'il faut réduire. Ce sont ce que... Moi j'ai dirais supportable. Oui. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a largement plus de 100 milliards de dotations en subventions, diverses et variées. Or, j'ai toujours considéré depuis plusieurs décennies que les subventions étaient des détournements d'impôts des poches des gens vers des poches autres, privées, qui peuvent être éventuellement, pour les plus gros, évidemment, des contributeurs, éventuellement les mêmes. Mais je veux dire, on prend dans les poches de tout le monde des sommes qui se retrouvent après dans une poche ici, une poche là. Ça n'a rien à y faire. Bon. Moi, je serais partant pour interdire les subventions dans la Constitution. Toute subvention. Parce que c'est des détournements de fonds du public, comme disait Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, elle disait, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent du public. Or, cet argent du public, il est complètement détourné à toutes les fins possibles et imaginables. Donc moi, je sais bien que ça peut faire de la peine ou ennuyer un certain nombre de personnes, je suis d'accord. Mais au total... Vous mettez dedans les subventions, les dotations d'État aux collectivités locales, les mairies, les conseils départementaux, les comment on conseils... dirait Parce que c'est la principale recette des collectivités locales, les dotations d'État. mais les fonds. Attendez, oui, mais alors, attendez. Fédérés. Il y aurait à expliquer là, c'est presque un cours d'économie politique. Le problème, c'est que, sans faire un coup, le problème, c'est que depuis 1986, je vais essayer d'être clair, mais il faut quand même quelques arguments. Depuis 1986,
tout le système bancaire français, et d'une façon générale le système occidental depuis bien plus longtemps d'ailleurs, le système français a résisté. Mais en 1986, il a cessé d'être sain. Il est devenu malsain. En 1986, les banques ont commencé à ne plus rien payer. C'est-à-dire que lorsqu'on se règle quelque chose entre nous, entre deux personnes, en fait, il y en a deux autres, les deux banques de nos deux personnes. Moi, j'ai écrit un article un jour, une singulière partie à 4. Singulière partie à 4. Parce que, en fait, si les banques ne se règlent pas entre elles pour la dette que je vous paye, si ma banque ne règle pas votre banque, eh bien, il n'y a pas de règlement. Or, normalement, en justice, devant les tribunaux, il fallait avoir payé en monnaie commune, en monnaie légale, en monnaie de tout le monde, en monnaie Banque de France. Bon. Jusqu'en 1986, il y avait compensation à la Banque de France et il y avait règlement interbanque en monnaie légale. À partir de 1986, ça a été terminé. Ce qui était toléré jusque-là est devenu encore plus toléré. Et depuis 1996, qu'est-ce qui s'est produit? Je réponds toujours à votre question, j'y viens tout de suite. Depuis 1996, qu'est-ce qui se produit? Comme il n'y a plus de règlement en bonne monnaie, il n'y a plus que les pauvres gens, nous, là, autour de la table, hein, et puis il y a un mec, là, la banque, hein, autour de la table, qui, elle, a autant de monnaie qu'elle veut, et comme au poker, celui qui a le plus de monnaie, ben, il gagne. Alors là, qu'est-ce qui s'est produit depuis 1996, c'est-à-dire depuis presque bientôt 40 ans? Il s'est produit une inflation gigantesque de la masse monétaire. J'ai ici les chiffres que j'ai tirés ce matin de la Banque de France. Si faire marcher la planche à billets, comme on disait. Je vais vous donner. Bulletin mensuel de l'agence France Trésor. Banque de France ce matin. Crédit sur dépôt. Je reçois régulièrement, hein, comme beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, je me fie qu'aux sources. C'est le produit de l'enseignement supérieur, c'est qu'on se fie qu'aux sources. Moi, j'ai été marqué en rouge à l'ENOR hein, quand j'ai été étudiant. J'ai été marqué en rouge parce que j'ai été contre les taux de change flottants. Pourquoi? Parce qu'on savait dès l'époque que c'était une courroie idéale de transmission du chômage américain vers l'Europe et notamment la France. Pourquoi on a eu tellement de chômage? C'est du chômage qui aurait dû rester aux États-Unis, mais ils n'en ont pas voulu, alors c'est nous qui l'avons eu. Bon. Donc le problème, par ce moyen, les taux de change flottants. Oui, mais c'est les Américains qui font marcher la planche. Hein. Ben, oui, mais elle nous nuit la planche. D'ailleurs, j'essaye de répondre à votre question. Elle nous nuit la planche. Donc depuis 86, depuis 40 ans, depuis 35-40 ans, ils ont pas les regardez à combien on en est arrivé. France métropolitaine seulement, hein, sans parler des territoires d'outre-mer. On est à un total de dépôts bancaires de 2740 milliards. Pour la première fois, ça dépasse la première fois. On est maintenant dans une période où on dépasse le PIB en matière de masse monétaire. Avant, c'était toujours inférieur au PIB. Ici, et c'était logique, ici, sur les crédits qui sont distribués par le système bancaire, il y en a 2574,8 sur 2740,2 des dépôts. Autrement dit, on va dire, à vue de nez, il y a 95 ou 98% de recyclés en crédit. Or, les banques, depuis, je l'ai pointé très souvent depuis des décennies, les banques n'ont plus comme solvabilité que même pas 2%. Bon. Si, dans les années 60, les banques avaient à peu près 35-40% de solvabilité sous Pompidou, c'était déjà pas beaucoup, mais enfin ça tenait encore. Maintenant, depuis longtemps, en trésorerie, c'est même pas 0,5%. Pourquoi les gens ne peuvent plus retirer comme ils veulent? Pourquoi les gens, etc. Alors toute cette inflation, elle a amené à une boulimie de monnaie incroyable pour acheter n'importe quoi. Une maison qui valait 50 000 francs, maintenant elle vaut 300 000 euros, c'est-à-dire 2 millions. Bon, c'est complètement dément. C'est l'inflation, c'est la bulle, c'est une bulle financière. Alors cette fraude, cette faillite bancaire, elle est maintenant, à force de s'envenimer tous les jours, elle est en train de devenir, depuis longtemps, elle est devenue faillite frauduleuse. Bon, frauduleuse. C'est de l'abus de confiance sur les populations. Pourquoi tout devient cher? Parce qu'en permanence, les banques inventent de la monnaie, ex nihilo. Elles inventent de la monnaie qui n'existe pas. Nous, par exemple, quand on se paye quelque chose, il faut qu'à la banque, on ait la provision préalable et disponible. Même sous forme d'autorisation de découvert. Hein. Il faut qu'on ait la provision préalable et disponible. Or, les banques, depuis longtemps, elles font du crédit à l'État
avec rien. Et les banques, la Banque de France, je ne l'ai pas là, mais la Banque de France... 700 tonnes d'or à la Banque de France, et les Américains, Macron a fait laisser voter au mois d'août l'année dernière, en pleine période de vacances, l'autorisation aux Américains de leur prêter et d'avoir l'accès à une partie de l'or qui était entreposé à Paris. Oui, Donc, mais ça entreposé a à été Paris, fait. c'était de l'or qu'on devait. Oui. Il y a encore des micmacs là-dedans. Comme avec le FMI, avec le Strauss-Kahn, c'est une super affaire. Enfin bon, la pauvre France, là, est dans un état absolument... On peut revenir aux dotations, parce que du coup, vous privez les collectivités locales de dotations, elles devront elles-mêmes répercuter en fait Oui, alors, une baisse c'est ça, d'investissement, j'arrive, oui, de effectivement, subventions bien. elles-mêmes. Je voulais arriver à Mais ça. si, non, c'était- C'est qu'au total, à force de créer une quantité formidable de monnaie qui n'existe pas, d'en inonder l'économie, tout le monde s'est mis à dépenser. Moi, ce qui m'étonne depuis des années, c'est de voir encore des communes dépenser, emprunter, etc., pour faire des tas de trucs dont finalement on aurait pu se passer. Certes, je ne dis pas que c'est inutile, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, je ne dis pas que c'est inutile, mais comme on n'avait pas l'argent, qu'on n'avait pas travaillé, qu'on n'avait pas produit ce qu'il fallait pour pouvoir dépenser, on a emprunté. Et on a emprunté à une mécanique qui n'arrête pas de nous inonder de fausses monnaies. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a habitué les communes, comme dit monsieur, on a habitué les communes, et puis aussi d'autres, les associations, enfin plein de monde, à dépenser, à investir. Certes, d'un autre côté, on retrouve des immeubles, d'un autre côté, c'est vrai, on retrouve des beaux trottoirs, etc. Mais tout de même, on n'a pas les moyens. Donc, faire des tas de travaux comme ça, alors qu'on n'a pas les moyens et qu'on s'endette maintenant majoritairement à l'étranger depuis 20 ans, c'est grave. Parce qu'on construit les trottoirs au prix de notre asservissement. Vous voyez un peu Macron, il lèche les bottes là il lèche les bottes de tout le monde là. Qu'est-ce que ça veut dire? Poutine, quand il l'a rencontré là, de l'autre côté de la table de 12 mètres là, hein, quand il l'a rencontré, pourquoi il était si loin? C'est une mise en scène, vous savez aussi bien que moi, de la part de Poutine. Oui, mais alors, cette mise en scène, elle était destinée... Elle était destinée à humilier Macron. Non, elle n'était pas destinée à l'humilier, elle était était destinée à montrer... Chacun son interprétation. Oui, elle était destinée à montrer la différence énorme qu'il y avait entre les deux. Avec une possibilité donc de rapprochement. Mais pour se faire ce rapprochement, il fallait que Macron cesse d'obéir à l'état profond américain. Il est young leader, Macron, comme l'était Sarkozy, comme l'était Hollande, etc. Et ils sont nombreux à être young leader de la CIA. Bon. Or, la CIA, elle a des graves culpabilités contre la France, sur la France. J'ai 2-3 dernières questions à vous poser. Est-ce que j'ai... Non, j'ai peut-être pas tout répondu, je sais pas. Si, ça va. Moi, ça va aller, je sais qu'il faut. Juste 2-3 dernières questions. Vous en avez assez pour m'assassiner? Non, ça sera, ça va. on va mettre ce que vous nous avez dit, tout simplement. Objectivement, les faits. Rien que les faits. Non, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que votre candidature est audible dans un département où Nicolas Dupont-Aignan a fait 1,9%? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Et le RN, Reconquête... Oui, alors, C'est bon, quand même je vous explique. vous pouvez pas vous marrer. Enfin, Je vous Et explique. pourquoi ne pas vous rallier à des candidatures RN, Reconquête... souverainistes aussi? Voilà, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous avez... Non, mais... mais... Ils ont tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on n'a pas attendu que vous me le demandiez aujourd'hui, vous vous doutez bien. Bon. J'ai eu une vidéoconférence, le temps passe vite, c'était pas ce samedi-là, c'était le samedi d'avant, je crois, ou peut-être le samedi d'avant, je ne sais plus. On a été en visioconférence avec, je ne sais plus, 70 ou 90 des 190 environ candidats. Ça s'est affûté la semaine dernière, je ne sais pas le chiffre exact, mais enfin c'est de l'ordre de 190 si j'ai bien compris, ou 200 environ, plus ou moins 20. Voilà. Tous les candidats se sont rassemblés en 2 ou 3 fois, je ne sais plus, avec Nicolas Dupont-Aignan en visioconférence.
J'ai posé des questions personnelles. Il m'a assuré, par exemple, qu'il me couvrirait les 2600 euros de frais d'affiche et tout si je n'étais pas remboursé. Le problème, en dehors d'une question personnelle, il n'y avait que des questions, évidemment, politiques, générales. La première chose, évidemment, RN, Reconquête. Évidemment que l'initiative prise, dont j'ai la copie ici de l'accord Philippot, les Patriotes et Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, cet accord portait sur les présidentielles et d'une façon un peu différente, évidemment, sur les législatives. Cet accord, c'est l'Union pour la France pour les législatives. L'Union pour la France, de manière à amener une opposition résolue à la ligne politique suivie jusqu'à présent sur ces points essentiels. Hein? Après, bien sûr, il faut penser Hollande, il faut penser à la première circonscription, je suis entièrement d'accord. Hein? Je n'ai pas dit le contraire, je ne pense pas avoir dit le contraire. Non. Mais ce que j'ai voulu souligner, c'est que tout retombait à partir de là-haut. Hein? Tout part de la base, mais une fois arrivé là-haut, la base, ça ne retombe pas forcément. Donc, moi, avec Nicolas Dupont-Aignan, il nous a dit la chose suivante. Je viens encore, la veille, le vendredi, de m'engueuler, de m'attraper. Ça a été, d'après ce qu'il nous a expliqué, ça a été saignant, enfin, entre guillemets, au téléphone, entre Marine Le Pen et lui, alors je ne sais pas si c'est direct avec Zemmour, ça n'en sais rien, mais enfin, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, mais enfin, de ce point de vue-là, mais enfin, avec Reconquête, c'était le même schéma. Alors, je vais vous attirer votre attention sur un point très simple. Lorsque les Patriotes, qui est un nouveau parti, hein, il n'existait pas jusqu'à présent, depuis 2 ans, il est né ce parti. Bon. Ce parti politique enregistré, les Patriotes, connus du gouvernement, c'est dans la nuancier de la préfecture, ce parti, les Patriotes, il vient de naître. Il n'a pas un franc, il n'a pas un euro. Il n'a pas un euro public, il n'a pas de subvention. Il vit, apparemment, il équilibre ses comptes, il vit très bien, il sait gérer, apparemment, je suppose, Philippot, apparemment, hein, me semble-t-il, hein, sous réserve. Bon. Mais enfin, apparemment, il s'en tire, mais il insiste tous les jours dans des vidéos sur « donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent », des dons, des legs, des cotisations, des machins, des trucs. Bon, alors, oui, non mais attendez, mais lui, il est nouveau, il a besoin d'argent. C'est ce que je veux souligner. Deuxième partie, le RN. Il est tellement mal géré qu'il a des dettes épouvantables, y compris vis-à-vis de banques russes, hein, et il n'arrive pas à payer le RN. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? À avoir le maximum d'argent public. Toujours pareil, les subventions. On hein, peut présenter des candidats en présentant à 1,68 €, si j'ai bien compris, par voie. Hein, bon, voilà, ils veulent ramasser un maximum de sous pour équilibrer leur compte. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas d'union, du coup, entre... Oui, d'accord, mais je voudrais être précis. C'est très important. Moi, j'étais ouvert, moi je ne suis pas républicain et je ne suis pas partisan, je ne veux pas l'être, mais par contre, je suis évidemment en prise directe sur les nécessités graves de l'heure. Alors donc, les Patriotes de Philippot, Nicolas Dupont-Aignan ont commencé par s'unir. Ils ont ouvert la porte à faire la même chose au RN, au Reconquête. Mais ça signifie quoi pour chacun des 4 partis, ou au moins des 2 là, des Patriotes et Debout la France? Ça signifie d'avoir divisé le nombre de candidats par 2. 200 chacun, enfin je résume, hein, je schématise. 200 chacun. Alors que Philippot parlait d'avoir 500 candidats, ou même 577, comme le RN. Bon, donc il aurait eu 577 fois le nombre de voix recueillies par chacun, donc forcément, on peut penser, sommairement, je suis d'accord avec vous, hein, sommairement, qu'il aurait eu le double s'il avait présenté 577 candidats. Or, il admet d'en avoir que la moitié. Même chose pour Debout la France, qui est lui aussi... limite. Je suis référent de Dupont-Aignan sur les Landes. Au départ, dans le schéma que vous il était prévu, par exemple, dans les Landes, il y a 3 circos. Ouais. Donc, il y avait 3 partis. Ouais. Donc, il y avait le RN, il y avait Debout la France, et il y avait Dupont-Aignan. Ces 3 partis, les Patriotes.
on devait réserver une circo pour chaque liste, Oui, ça divise. à condition Ça divise. d'équilibrer. Bon. Et pour éviter qu'il y ait, le jour du vote, nos trois partis n'étaient plus concurrents, mais ils étaient réunis sous le même sigle. Oui, mais du coup, C'était- pour chaque partie, ça C'était- diminuait la recette. Mais on ne parle pas de recette. Si. On Eux, ils parlent de recette. On s'en fout de la recette, on se Ah, parle bah, du nous, résultat, monsieur. Oui, non, mais je suis d'accord. Excusez-moi, oui, mais ce que vous dites, c'est bien, mais Non, mais il faut vous n'avez venir- pas compris ce que je veux dire. Laissez-moi finir. Finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le Laissez-moi résultat, finir. c'était ça. Vous êtes en binôme, rassurez-vous. Oui. Non, mais on se comprend. Bon, alors, tant mieux, c'est l'essentiel. Le problème, c'est que Un donc, mariage récent. pour chacun de ces deux partis-là, Oui. Reconquête qui est tout nouveau, Oui. comme les Patriotes, Reconquête, lui, veut un maximum de sous, Oui. les subventions. Le RN veut un maximum de sous, les subventions. Par contre, nous, on a voulu une union pour la France, y compris des quatre, hein, c'est-à-dire pour amener une opposition réunie, mais sous 4 étiquettes. Donc on se partageait les circonscriptions, c'est bien ça. Un peu comme Donc, la le problème- NUPS à gauche, vous feriez le... Ben voilà, par exemple, en ce moment, il y a 2 C'est la gauche, circonscriptions. c'est pareil. Non, mais Chacun garde son sigle de sa personnalité, mais on se Oui, mais eux ne veulent parce pas qu'on a un admettre programme commun. d'avoir que coalition. 150 On a un candidats. commun, voilà, Est-ce que on a c'est pas la programme machine à perdre, commun un peu et comme la gauche on qui part était comme trop ça. divisée C'était ce qui était prévu. Non, mais on est d'accord. Marine Le Pen Le problème, c'est qu'on a voulu Le faire fait l'union qu'elle pour la ait- France avec tous les partis Ouais. souverainistes. Elle a cru que toutes les voix. Mais ils qu'elle ont avait pas au voulu. premier tour, elle va le retourner Eux, là. là. C'est- Ils n'ont pas voulu. Oui. Et pire que ça, C'est la mécanique habituelle. C'est la Moi, mécanique j'ai habituelle. dit à Dupont-Aignan, il faudrait porter plainte contre Marine Le Pen et le RN. Ils disent, nous sommes la seule opposition hein, à Macron. Non mais de quel droit ils disent ça? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est uniquement pour qu'ils aient des voix sur leur truc. Et puis Marine Le Pen, elle oublie que Dupont-Aignan a appelé à voter pour elle, que Philippot même. Tout le monde s'est forcé à appeler pour elle. Et moi, je vais vous dire, je ne me suis pas laissé forcer, Pour la j'ai pas présidentielle, elle a dit voté. qu'elle Moi, ne vous voulez que jamais je vous dise le Premier bulletin ministre. que j'ai mis, moi? Ah bah si vous voulez. Moi, le bulletin que j'ai mis, c'est ni Marine Le Pen, ni Macron. hein. J'ai réalisé un bulletin, moi, et j'ai écrit, pour... Oui, bah oui, il est nul. Et alors, de toute façon, il est nul, oui. Moi, j'ai écrit pour Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le roi, vive la France, Voilà. à bas la République maçonnique. Alors, c'est ce que je voulais vous poser comme question aussi, parce que j'ai deviné votre pins, fleur de lysée. Vous êtes Voilà. royaliste. Bah oui, D'accord, non mais. Et vous l'assumez. ah bah oui. D'accord. Mais aujourd'hui, Non, on on est n'en dans pose pas un tous les jours, système. c'est pour ça. Et comprenez-moi, Oui. non mais soyez gentils avec moi, parce que je C'est pas suis. une insulte hein, d'être royaliste. Non, mais C'est un Je- bon je- constat. moi, Mais c'est vrai que c'est marqué un pas, beau c'est J'ai pas, un très bon ami royaliste. c'est pas des personnes qu'on croise le plus souvent, et de le dire et de l'assumer, on n'entend Voilà, pas oui, tous les tout à jours fait. non plus. Oui, c'est- mais le C'est problème, juste ça. c'est que j'ai rencontré c'est avec que Monsieur non, Pourrut, Oui. avec Nicolas Dupont-Aignan, des gens qui admettent que je n'adhère pas à un parti, quel qu'il soit, même le leur, mais que je sois d'accord sur 95 ou 98% des choses, et bien entendu, sur tous les points fondamentaux. Et qu'à partir de là, la loyauté, elle est motivée, elle est fondée, elle est appuyée, elle est certaine, à partir du moment où je suis là uniquement pour ça, justement, pour essayer d'être utile, de servir. C'est pas pour moi que je me présente. Moi, si j'écoutais que moi, vous savez, je serais resté chez moi. hein. Et c'est pas une vanne, hein, j'ai un problème cardiaque, je suis fatigué, je peux pas monter des escaliers, j'aurais du mal. Hein, c'est pas pour moi que je fais ça. Mais sachant tout ce que je sais pas si vous l'avez compris, mais je sais quand même beaucoup de choses. Bon, et j'ai quand même énormément d'historique, énormément de bagages, énormément de tout ça. Donc je veux le mettre à la disposition des gens, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors après, bien sûr, je me soucie des Landes, ça c'est sûr, hein, là il n'y a aucun doute. Je me soucie effectivement du fait qu'il y aurait beaucoup moins de subventions aux communes et que les choses s'organiseraient différemment. Mais justement, il faut les remettre à l'endroit, alors qu'en France, tout est à l'envers. Aujourd'hui, maintenant, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Je l'ai vu par exemple avec les questions des salles. Bon, mais écoutez quand même, il est organisé des élections législatives. Si tout était bien, s'il n'y avait pas de dette, enfin bon, normal, quoi.
si tout allait normalement, si tout le monde était heureux, etc., moi je vais vous dire, il n'y aurait pas d'assemblée, il n'y aurait pas de gouvernement, comme disait Louis XVI, le but de tout gouvernement, c'est de se rendre inutile. Bon. Le problème, c'est que moi, je ne serais pas là, hein, on ne serait pas tous là, et puis bon, on pourrait toujours organiser des élections à l'Assemblée nationale, mais ça n'aurait pas la gravité que ça a aujourd'hui. Donc, il faut aujourd'hui que les gens comprennent, hein, c'est grave ça, il faut avoir un équilibre des pouvoirs. Il ne faut plus que l'exécutif commande. Il faut que l'exécutif il soit soumis dans son temps court, quotidien, au temps long, législatif. Il ne faut pas qu'il oblige l'Assemblée à prendre Macron a convoqué, vous pouvez le retrouver facilement, plusieurs convocations extraordinaires du Parlement, hein, sur des ordres du jour incroyables, avec 12, 14 lois, je ne sais plus combien, enfin, à voter à toute allure, etc. Avec moi, ça, c'est non. Voilà. Tout de suite, par hypothèse. Vous nous laissez le temps de réfléchir, de consulter les gens, vous nous laissez le temps de préparer éventuellement quelque chose, de réfléchir, quoi, hein, bref, et de le proposer aux gens. Bon, voilà. Et vous nous laissez le temps les lois, comme disait Louis XVI, c'est pas des règlements. Les lois, c'est grave, et ça s'applique à tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Autrement dit, c'est pas des règlements avec des dérogations, des trucs, des machins, dont on nous abreuve la gueule tous les jours. Ça, c'est niette. Moi, j'ai une dernière question, et après, je vous laisse faire Oui, les sons, peut-être peut-être. être parti à 18h. Ouais. Juste une dernière question concrète. Sur le terrain, demain, vous êtes député de la première circonscription des Landes. Est-ce que vous allez... Pas demain, le 20 juin. On s'entend. Est-ce que vous allez visiter, est-ce que vous faites une visite sur la BA 118 qui est actuellement sous ordre de l'OTAN? Est-ce que vous soutenez... Oui, je vous pose une question. Est-ce que vous y allez en tant que député de la première circonscription? Est-ce que... Pourquoi j'irai pas? Maintenant, pourquoi faire? Le problème, ce Est-ce sera que j'aurai préparé mon travail, j'aurai préparé ma mission, j'aurai la caution de l'Assemblée, j'aurai la caution de la commission de machin truc qui m'autorise. Est-ce que vous soutenez c'est juste un soutien d'une base stratégique qu'il peut y avoir dans votre circonscription? Dans la mesure où elle est stratégique pour la défense de la France et pour son prestige et sa défense, à elle, à la France. Oui, mais si c'est pour être asservi à des actions dans lesquelles l'intérêt de la France est exactement contraire. Alors là, Chirac il a refusé d'aller contre l'Irak pour la guerre. Ben oui, les B-52, oui, exact. Et ils ont servi pour l'Irak. Hein. À partir de Mont-de-Marsan, ils décollaient d'ici. Hein. Bon, alors, votre question est complexe, hein, tout de même. Elle est complexe. Non, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais enfin bon. Moi, je ne suis pas spécialement qualifié pour la BA 118, donc j'apprendrai. Mais en dehors du fait d'apprendre, il y a quand même quelque chose. C'est que ça m'a fait penser à tellement de choses. Le problème, je viens de prendre l'engagement irrévocable vis-à-vis des militaires que j'ai soutenus depuis le début, dans leur fameuse signature de la lettre d'interpellation à Macron. Vous vous souvenez de ça? Oui, la lettre de Place d'Armes. Ouais. Je suis adhérent sympathisant. Je ne peux pas payer. Hein. J'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas payer. Vous soutenez cette initiative? Ah oui, et j'ai écrit au général Coustou pour le soutenir. Je lui ai donné quelques éléments. Quand il a demandé un peu d'aide, un petit peu de support, un petit peu de compréhension et tout ça. Pareil pour le général Martinez, qui devait être candidat hein, à la place du général Tauzin il y a 5 ans. Donc je connais tous ces gens-là. Enfin, indirectement pour la plupart. Mais par exemple plus directement dans les écrits, par correspondance, ou par les contacts, ou les courriels, mais pas personnellement, je ne connais pas personnellement. Mais par contre, je me suis engagé récemment, de manière irrévocable, à soutenir les militaires et le fait qu'ils doivent avoir les moyens d'assurer la souveraineté de la France sur son territoire. Vous disiez tout à l'heure sur l'augmentation de la dépense. Donc s'il s'agit, j'ai dit tout à l'heure, moi je ne vois pas moins qu'un doublement du budget 2,5 ou 2 ou je sais pas combien, c'est ridicule ça. Il faut au moins le double et puis on verra même plus après. Le problème c'est qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Il faut même peut-être progressivement les diminuer légèrement. Comme a fait l'ami Bompard, que je connais depuis 1999, à Orange. Il a très bien managé son affaire et les citoyens d'Orange sont très contents de lui. Et il a diminué progressivement les impôts, tout doucement d'abord,
parce qu'on ne peut pas aller trop vite dans cette matière, et sinon on fait des blagues. Mais dès qu'on peut, on peut le faire un peu plus précisément, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans un premier temps, on est tellement dans une situation épouvantable que de toute façon, on ne pourra pas faire ça autrement qu'à titre homéopathique au début, pendant peut-être 2, 3, 4 ans. Mais après, on peut peut-être augmenter la diminution d'impôts. Entre-temps, on peut créer le chèque scolaire, de manière à rendre la liberté aux parents de mettre leurs enfants dans l'établissement qu'ils veulent, qu'ils soient publics ou privés. Ce sera leur affaire. Comme l'a dit Dupont-Aignan à un endroit, je ne sais plus, ou aux contribuables associés, quand on prend des impôts aux gens, il faut leur rendre à travers le service qu'ils en attendent. Et là, c'est pareil. Le chèque scolaire, c'est une vieille revendication, c'est très facile à faire, ce ne sera peut-être pas un chèque. Hein, attendons-nous, les moyens de règlement ont évolué. Mais enfin, le principe de l'aide à travers les impôts reversés aux parents, plutôt que d'entretenir un service public qui ne fait évidemment plus son travail depuis longtemps, hein, c'est malheureux pour certains qui sont bons dans l'enseignement, on est d'accord. Mais l'enseignement globalement, aujourd'hui, public, c'est devenu vraiment... j'ai des exemples précis dans différents domaines, les pauvres enfants. Moi, je ne voudrais pas être à l'école primaire ou au collège aujourd'hui. Alors là, il faut que les parents reprennent le pouvoir, et donc on peut leur redonner une partie importante qui leur permet d'attribuer à l'établissement de leur choix. Monsieur Martin, je crois que vous devez partir avant 18h, si vous voulez qu'on fasse un peu de... Quelle heure il est là? Il est 17h30. Ouais, j'aurais une dernière question peut-être, parce que Mme Oui. Dariussec, qui est quand même ministre sortante déléguée aux armées, elle se félicite, elle va faire campagne là-dessus, qu'elle a augmenté le budget de la défense, enfin qu'ils ont au gouvernement augmenté le budget de la défense à des proportions jamais faites, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait quand même une correction du budget à la hausse, 10 milliards, c'est-à-dire 2 milliards. Ah ouais, 10 milliards. Oui. 2 milliards pendant 5 ans, ça fait 10 milliards. Pour elle, c'est inédit. Et on sait qu'il y a un projet de super porte-avions, mais un seul. Enfin, pour vous, ça va pas 5%, ça va passer. 5% du budget actuel de 2200 milliards, ça fait combien? Ça fait 100. C'est pas 10. Hein. Elle se devait, C'est ce qu'elle dit. d'être maire de Mont-de-Marsan, de faire quelque chose pour l'armée et surtout pour l'aviation, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait depuis plusieurs candidatures précédentes, il y avait eu des baisses sur les dotations à l'armement, et on a pourtant une technologie d'avant-garde qui nous est... on voit la réussite qu'on a dans les ventes à l'étranger avec tous nos matériels militaires, c'est une industrie qui marche. Alors, si on est si on regarde sur le fait que on peut nous dire favoriser l'industrie des armes, bon, c'est peut-être pas très... oui, c'est mon rapport financier. Oui, voilà. C'est peut-être pas très, comment dirais-je, la meilleure chose, mais c'est quand même indispensable. Et il en va aussi de notre souveraineté nationale. J'ai un moyen de répondre là, très simplement, très clairement à la question, me semble-t-il, d'une façon très générale, puisque malheureusement on ne peut pas faire de cours, donc on n'est pas là pour faire des cours. Le problème, c'est que Chirac, quand il était ministre des Finances, il était rue de Rivoli, à l'époque ça n'existait pas encore Bercy, il était rue de Rivoli. J'ai gardé dans mes archives un article qui était une interview, un communiqué même, je crois, de lui, ministre des Finances, je crois, de mémoire, dans lequel il disait la chose suivante. La France doit se doter, excusez-moi, la France doit se doter de 15 porte-avions. Donc, avec toutes les flottes qui correspondent, c'est-à-dire 15 flottes de porte-avions. Et c'est bien nécessaire. Aujourd'hui, encore démontré avec le recul, depuis les années 80, ça fait 40 ans, c'est archi démontré qu'il nous faut ça. Non, il fallait au moins 2. Le problème, oui, mais c'est 15 qu'il en faut. Alors le problème, c'est qu'on n'en a qu'un à mi-temps, et encore un à mi-temps. Oui, mais il est prévu quand même le deuxième. Mais oui, non, mais c'est de la rigolade, le deuxième c'est dans 20 ans. Non, il nous faut 15 porte-avions et leur flotte dans les 5 ans qui viennent. Là, je suis sévère. Hein. Je suis dur. Hein. 15 porte-avions, non, même dans... c'est dur à arriver, ça. Et ça coûte combien tout ça? Le coût de tout ça, 15 porte-avions, la flotte qui va avec... Non, ça coûte très cher. Ben, je sais. Ils ont quand même fait quelque chose de bien, c'est qu'ils ont conservé un équilibre dans la flotte des sous-marins atomiques lanceurs d'engins. J'étais dans la marine, dans mes précédemment, et donc je sais de quoi je parle. Donc, c'est vrai que les porte-avions
c'est important sur le plan de défense et surtout, c'est une garantie par rapport à notre grand territoire outre-marin. Bah, il en faut un au moins sur les 7 mers. Et surtout, on s'en fait déjà 7, si on compte donc il en que- faut 15 pour l'alterner. Si on compte qu'il y en a un qui doit de temps en temps aller en révision, il faut qu'elle ait toujours en service à la mer. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Chirac, il a dit ça. Mais après, regardez ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on en a un demi, et encore ou un tiers. Hein. Donc le problème, il est grave. Les autres ont... Regardez la Chine, ce que fait la Chine. Encore la semaine dernière et la semaine d'avant, ils ont pris encore des îles au large de Taïwan, du Japon, etc. Bon, ça n'arrête pas. Alors maintenant, ça devient un véritable champ de porte-avions, la mer de Chine et tout ça. Monsieur Barthès, si vous voulez que tout le monde Oui. se sorte avec ce qu'il veut de cet après-midi, il faudrait qu'en 10 minutes, on fasse une synthèse au micro de Oui. tout ce que vous venez de dire. Moi, je dis rien, c'est du scalaire. Ouais, bon. Moi j'ai ce qu'il me faut. Bonne campagne, messieurs. Et ben moi je vais prendre Monsieur Porrut puis qu'il arrive à la fin. Donc, Merci Et à on va en bientôt. savoir plus. À bientôt. de votre écoute et patience, messieurs. Merci.